Décembre 1939. Un homme de petite taille est traîné de force le long d'un couloir en béton humide. Ses cris perçants résonnent contre les murs froids. On entend le bruit de ses talons qui raclent le sol. Ses jambes ne le portent plus. Les gardes lui broient les bras pour le faire avancer. Quelques heures plus tôt, la scène était radicalement différente. Il était assis dans la salle d'audience, calme, confiant. Pourquoi ce changement brutal? Il pensait contrôler le jeu. Mais le piège s'est refermé. Maintenant, l'hystérie le domine. Il pleure à chaudes larmes. Il supplie pour une grâce qui ne viendra jamais. Son nom est Nikolaï Yezhov. C'est l'homme qui a organisé la grande terreur de Staline. À première vue, une épave humaine, mais en réalité, le monstre qui a signé des centaines de milliers d'arrêts de mort. L'architecte de la purge est devenu la dernière victime de la purge. Il subit exactement ce qu'il a infligé aux autres. Le bourreau est passé de l'autre côté du canon. C'est l'histoire d'une chute vertigineuse. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Activez la cloche des notifications. Nous ouvrons les dossiers noirs que les manuels d'histoire ignorent. Vous ne voulez pas rater la suite. Écrivez en commentaire quel personnage historique nous devons enquêter. Frappez le bouton « J'aime » si vous êtes prêts. Nous entrons dans l'esprit tordu du complice le plus redouté de Staline. 1,51 m. C'est la taille exacte de l'homme qui va bientôt noyer la Russie sous des rivières de sang. Pourquoi Nikolaï Ivanovitch Yezhov est-il devenu un monstre? Est-ce la misère de son enfance? Non. Des millions de Russes étaient pauvres. C'est son invisibilité qui a fait de lui une arme. Il naît dans la crasse de l'Empire russe. Sa mère frotte les parquets des riches pour quelques kopecks. Son père dérive, tantôt musicien, tantôt gérant de maisons closes. Le jeune Nikolaï grandit dans l'odeur du tabac froid et des vapeurs d'alcool. L'école élémentaire l'ennuie. Il la quitte à peine entrée. La réalité le rattrape immédiatement. Les usines, les ateliers de couture, le bruit des machines. Il est petit, chétif. Les autres garçons ne le regardent même pas. Ils l'ignorent. C'est leur première erreur mortelle. 1915, l'armée impériale a besoin de chair à canon. Les recruteurs ne se soucient pas de sa taille. Ils lui mettent un fusil dans les mains. Yezhov découvre la guerre. Il connaît la boue des tranchées. Il sent l'odeur de la gangrène. Il est blessé. Des hommes plus forts que lui meurent. Lui, il survit. 2 ans passent. Il prend une décision qui va sceller le sort de millions de personnes. Mai 1917. 6 mois avant que Vladimir Lénine ne fasse basculer le monde, Yezhov ne fait pas que regarder. Il rejoint les bolcheviks. La guerre civile éclate, le pays brûle. Yezhov se bat avec l'armée rouge. Il ne prouve pas sa loyauté avec des discours, mais avec de la violence brute. Octobre 1922. La guerre s'arrête, la nation est en ruine. C'est le terrain de jeu idéal pour les hommes ambitieux. Les années 20 commencent. Yezhov grimpe les échelons, secrétaire de comité, bureaucrate de province. Ses collègues remarquent quelque chose d'inquiétant chez ce petit homme. Sur les photos d'archives, on voit des costumes froissés, trop grands pour lui. Il ne s'arrête jamais. Il travaille 18 heures par jour. Sa discipline frôle la pathologie. Il note tout, il classe tout. Son attention aux détails est presque surnaturelle. 1930, la transformation est complète. Yezhov siège au Politburo. Il est assis à la table des maîtres de l'Union soviétique. Il change de vie, il divorce. Il épouse Yevgenia Feigenberg. Elle est juive, elle est glamour. Elle a 9 ans de moins que lui. Ils adoptent une orpheline, Natacha. Ils construisent une façade. L'illusion parfaite d'une famille soviétique heureuse. Mais ce n'était qu'un masque. Les témoins décrivent une contradiction effrayante. Lors des réunions officielles, Yezhov est calme. Il porte des chemises bleues mal repassées. Il boit peu. Il écoute, la tête baissée. Il semble timide, presque enfantin. Puis, il sourit. Nikolaï Boukharine, un bolchevique de premier plan, voit ce sourire. Il comprend immédiatement le danger. Il compare Yezhov à ces gamins cruels dans les arrière-cours. Ceux qui attachent des chats errants et les aspergent d'essence, juste pour les regarder brûler, juste pour le spectacle de la souffrance. À première vue, un bureaucrate effacé, mais en réalité, un sadique qui attend son heure. Derrière les portes closes, la vraie nature de Yezhov explose. Son appétit sexuel est vorace, il ne fait aucune distinction. Les femmes le trouvent beau, presque joueur. Les hommes deviennent aussi ses amants. On imagine la scène, des appartements privés, loin des regards du peuple. Yezhov organise des fêtes qui feraient rougir les empereurs romains. L'alcool coule à flot, les corps se mélangent, hommes, femmes. Dans une société soviétique puritaine, c'est un suicide politique. Sa bisexualité devient une munition. Ses ennemis notent chaque écart. Ils constituent le dossier.
mais le plaisir a un prix. Le corps de Yezhov commence à le trahir. Ses muscles fondent, il est épuisé en permanence. Les médecins relèvent une numération globulaire dangereusement basse. Des infections cutanées rongent sa peau. La situation empire. Il ne boit plus pour le plaisir, mais pour tenir debout. L'alcoolisme devient incontrôlable, son tempérament nerveux se brise, il pique des colères soudaines, il sombre dans une dépression noire, l'homme qui signe les arrêts de mort est en train de mourir de l'intérieur, le bourreau se tue lentement, alors qu'il exécute les autres rapidement. Staline observe tout cela, il voit la déchéance, il attend le moment propice. 1934. C'est l'année où un homme de l'ombre entre brutalement dans la lumière. Staline a repéré le dévouement fanatique de Nikolaï Yezhov. Il décide de l'intégrer au cercle restreint du pouvoir. En quelques mois, Yezhov rejoint le comité central du Parti communiste. Un an plus tard, il en devient le secrétaire. Pourquoi Staline a-t-il choisi cet homme chétif et sans charisme? Il n'avait pas besoin d'un penseur politique, mais il avait besoin d'une loyauté mécanique. L'admiration du dictateur est totale, il loue le génie administratif de Yezhov. En août 1935, Staline lui écrit avec une affection rare « Quand vous dites quelque chose, vous le faites toujours ». Il lui donne même un surnom intime, « Ma petite mûre ». Lorsque la santé de Yezhov décline en 1934, rongé par les infections et le surmenage, Staline ne reste pas passif. Il organise personnellement son transfert dans une clinique de luxe en Europe centrale. Les archives révèlent un télégramme urgent envoyé à l'ambassade soviétique de Berlin. À l'image, le texte du message est sans équivoque. Staline ordonne « Je vous demande de faire très attention à Yezhov. Il est gravement malade, donnez-lui de l'aide et chérissez-le avec soin. C'est un homme bon et un travailleur très précieux. » À première vue, l'inquiétude sincère d'un ami. Mais en réalité, un maître qui prend soin de son chien d'attaque, car Staline ne garde pas Yezhov près de lui par amitié, il le prépare pour une tâche bien plus sinistre. Décembre 1934. Leningrad. Un coup de feu claque. Sergueï Kirov, bolchevique de premier plan, s'effondre, assassiné. Le tireur a agi seul. Mais Staline ne voit pas cela comme une tragédie. Il voit une opportunité stratégique. Il lui faut un prétexte pour éliminer tous ceux qui pourraient contester son pouvoir absolu. Il a besoin de quelqu'un d'assez impitoyable pour orchestrer un meurtre de masse sans que sa main ne tremble. Son choix s'arrête sur Yezhov. Quelques heures seulement après la mort de Kirov, Yezhov prend le contrôle. Il ordonne au NKVD d'arrêter des suspects déjà sélectionnés par Staline lui-même. Il travaille aux côtés de Genrik Yagoda, le chef officiel du NKVD, mais c'est Yezhov qui impose le rythme. L'objectif est clair, monter des dossiers contre les vieux bolcheviks. Grigory Zinoviev et Lev Kamenev sont accusés d'avoir comploté pour tuer Staline. Les preuves n'existent pas, alors Yezhov les fabrique par la torture. Les méthodes changent radicalement. La privation de sommeil brise les hommes les plus forts. L'épuisement provoque des hallucinations. On entend les suspects confesser des crimes qu'ils n'ont jamais commis. Yezhov utilise l'arme ultime, les menaces directes contre les femmes et les enfants des accusés. Toute résistance s'effondre. Yezhov commence même la rédaction d'un livre sur cette conspiration imaginaire. Le manuscrit circule entre les deux hommes. On voit les annotations de Staline dans les marges, corrigeant la fiction pour la rendre plus crédible. Le livre ne sera jamais terminé. Mais la fiction n'a aucune importance. Seules les exécutions comptent. Août 1936, Moscou. Le premier grand procès-spectacle s'ouvre. Zinoviev, Kamenev et leurs associés font face à des juges qui ont déjà leur verdict en poche. Sur les images d'archives, on observe les accusés, le visage terne, le regard vide. Ils récitent leurs aveux, persuadés que cette humiliation publique leur sauvera la vie. C'était la promesse faite par le NKVD. Un mensonge total. Tous sont exécutés. Yagoda, présent lors de la mise à mort, récupère les balles extraites des corps de Zinoviev et Kamenev. Il les conserve comme des souvenirs macabres dans son bureau. Sa collection grandit, mais la situation de Yagoda se dégrade. Staline le trouve trop lent, trop hésitant. Le dictateur menace explicitement de le frapper au visage si son rendement ne s'améliore pas. Septembre 1936 marque la fin d'une étape. Yagoda est remplacé. Yezhov prend les commandes. 1936. C'est l'année où le mécanisme de la terreur change de visage. Une simple signature suffit pour faire tomber Genrik Yagoda. Nikolaï Yezhov prend immédiatement les commandes du NKVD. Sa première mission est brutale. Détruire l'homme qu'il remplace. Yezhov ne perd pas une seconde. Il accuse Yagoda d'avoir aspergé son bureau de mercure pour l'empoisonner.
Il ajoute à l'acte d'accusation le meurtre de l'écrivain Maxime Gorky et de son fils. Pourquoi Yezhov s'acharne-t-il ainsi? Il doit prouver qu'il est le chien d'attaque parfait. Mais sa cruauté va dépasser toutes les espérances de Staline. Yezhov descend lui-même dans les cellules. Il torture son prédécesseur de ses propres mains pour arracher des aveux. Yagoda n'est que la première victime célèbre. La machine s'emballe. L'armée soviétique est la prochaine sur la liste. Sur ordre direct de Staline, Yezhov procède à l'arrestation de la quasi-totalité du haut commandement. Le maréchal Mikhaïl Toukhatchevski, rival historique de Staline depuis la guerre civile, est traîné dans les chambres de torture de Yezhov. À l'image, le nain sanguinaire supervise personnellement l'interrogatoire. Sous la torture, la volonté du maréchal se brise. Il avoue être un agent fasciste allemand complotant avec Nikolaï Boukharine. Un tribunal militaire spécial le déclare coupable. La sentence est la mort. Yezhov observe la scène. Les bourreaux tirent une balle dans la nuque de Toukhatchevski. Le sang gicle sur le béton froid. Immédiatement, Yezhov court faire son rapport au Kremlin. Staline a faim de détails. Quels ont été ses derniers mots? Exige le dictateur. Yezhov répond avec un calme glacial. Ce serpent a dit qu'il était dévoué à la patrie et aux camarades Staline. Il a demandé la clémence, mais c'était évident qu'il mentait. Il n'avait pas déposé les armes. L'armée rouge se vide de son sang. Les chiffres donnent le vertige. Le NKVD exécute 3 maréchaux sur 5. 15 commandants d'armée sur 16 sont abattus. 60 commandants de corps sur 67 finissent devant le peloton d'exécution. La totalité des 17 commissaires politiques est éliminée. La force militaire qui a vaincu les nazis est brisée avant même le début de la guerre. Mais Staline ignore les menaces futures. Il ne craint que les rivaux présents. Le 30 juillet 1937, Yezhov présente l'ordre numéro 7 au Politburo. Ce document autorise des exécutions de masse et des déportations à une échelle industrielle. Des centaines de milliers de personnes vont mourir pour rien. Août 1937 apporte l'ordre numéro 0, 4-05. L'objectif est clair, l'élimination systématique de la minorité polonaise. La Grande Purge dévore tout le monde. Membres du parti, bolcheviques, officiers, paysans, intellectuels, nationalités entières. La terreur frappe au hasard car Yezhov aime le hasard. Il énonce sa philosophie sans détour. Il y aura des victimes innocentes dans ce combat contre les agents fascistes. Nous lançons une attaque majeure. Mieux vaut que 10 innocents souffrent plutôt qu'un seul espion s'échappe. Quand on coupe du bois, les copeaux volent. Yezhov ne reste pas assis derrière un bureau. Il participe. Sa soif de sadisme devient légendaire. Nikita Khrouchtchev, alors conseiller proche de Staline, entre un jour dans le bureau du chef du NKVD. Il remarque des taches sombres sur l'uniforme de Yezhov. Khrouchtchev se fige. Yezhov répond avec une fierté glaçante. On peut être fier de ces taches. C'est le sang des ennemis de la révolution. Les prisonniers sont battus avec une telle sauvagerie que leurs yeux sortent de leurs orbites. Les registres officiels maquillent ces meurtres en crise cardiaque. À première vue, un bâtiment administratif banal, mais en réalité, un abattoir humain sophistiqué. Yezhov conçoit une salle d'exécution spéciale. Le sol en béton est incliné pour évacuer les fluides vers un mur de rondins destiné à absorber les balles. Le matériel de nettoyage est toujours prêt. Le système fonctionne comme une usine, transformant efficacement des êtres vivants en cadavres. Son surnom s'impose naturellement, le nain sanguinaire. Pourtant, pendant que des millions de gens souffrent, Yezhov vit comme un roi. Lui, sa femme Evgenia et sa fille adoptive Natacha occupent une datcha luxueuse. Ils disposent d'un cinéma privé, d'un cours de tennis et d'un personnel complet. Yezhov apprend à Natacha à faire du vélo. Il joue le rôle du père dévoué. La contradiction est totale. Le jour, il dessine des chambres d'exécution. La nuit, il lit des histoires pour enfants. Les statistiques de 1937 et 1938 révèlent l'ampleur du cauchemar. Plus d'1 300 000 arrestations, environ 682 000 exécutions pour crimes contre l'État. La population du goulag explose de 685 000 détenus, triplant presque en 2 ans. Au moins 140 000 prisonniers meurent de malnutrition, d'épuisement et de brutalité. Le chiffre réel est certainement plus élevé. Fin 1938, les ennemis de Staline sont morts ou emprisonnés. L'utilité de Yezhov est arrivée à son terme. Une erreur fatale. C'est ce qui a scellé son destin. Pourquoi Yezhov a-t-il pris ce risque? Il se sentait intouchable. Mais en se vantant de tenir le Politburo dans sa main, il a signé son arrêt de mort. Staline ne tolérait pas que ses outils se prennent pour des maîtres. Avril 1938.
La première sanction tombe. Staline nomme Yezhov commissaire au transport par voie d'eau. À première vue, une nouvelle affectation administrative. Mais en réalité, une humiliation publique est calculée. La situation s'aggrave brutalement. 2 mois plus tard, le commandant du NKVD, Genrik Lushkov, traverse la frontière. Il fait défection au Japon. Pour le Kremlin, le message est limpide. Yezhov ne contrôle plus ses hommes. Août 1938, Lavrenti Beria arrive à Moscou. Officiellement, il doit assister Yezhov. Dans les faits, il vient prendre sa place. Dès l'automne, le vide se fait. Les collaborateurs de Yezhov disparaissent un par un dans les cellules. Il n'y a pas d'échappatoire. Yezhov demande le divorce à sa femme, Yevgenia. Il espère l'éloigner de la cible qu'il est devenu. C'est inutile. Elle est déjà compromise par ses nombreuses liaisons et les arrestations de ses proches. Elle écrit des lettres désespérées à Staline. Le silence pour seule réponse. La peur devient insoutenable. Elle supplie son mari de lui fournir du poison. Ils conviennent d'un signal visuel. Si l'arrestation est imminente, il lui enverra un objet précis. Une statuette de nain. Novembre 1938. Le signal arrive. Yevgenia regarde la statuette. Elle avale une dose massive de somnifère. Elle choisit le néant plutôt que la salle d'interrogatoire du NKVD. Le même mois, Beria remplace officiellement Yezhov. L'ancien favori n'est plus rien. Staline l'ignore, ses collègues changent de trottoir. Yezhov cesse totalement de travailler. Il s'enferme. Il boit en permanence. À l'image, son appartement du Kremlin change de visage. Le sol est jonché de bouteilles. L'endroit devient le théâtre d'orgies bisexuelles sordides. Yezhov sombre dans une dépression totale. Avril 1939, ils viennent chercher Yezhov. 4 février 1940. C'est la date précise où le bourreau est devenu la victime. Les méthodes de torture qu'il a infligées à des milliers de personnes sont maintenant sa seule réalité. Pourquoi a-t-il fini par tout avouer? Il possédait pourtant les secrets de l'État, mais la douleur physique était plus forte que le silence. Ces interrogateurs ne cherchent pas la vérité. Ils veulent une humiliation totale. Ils forcent des aveux délirants, incompétence officielle, vol de fonds gouvernementaux, collaboration avec des espions allemands. La liste s'allonge. Ils ajoutent des crimes moraux pour détruire son image, débauche sexuelle, homosexualité. Dans l'URSS puritaine de Staline, c'est une condamnation sans appel. Février 1940. Yezhov fait face au collège militaire. Il se tient exactement là où Yagoda se tenait avant lui. À première vue, un accusé ordinaire qui attend son jugement, mais en réalité, un homme brisé qui tremble pour sa vie. Il maintient son amour pour Staline jusqu'au bout. Il nie tout le reste. Il n'est pas un espion. Il n'est pas un terroriste. Il répète qu'il préfère la mort au mensonge. Il hurle que ses aveux précédents ont été arrachés sous la torture. Le procès est secret et expéditif. Yezhov est renvoyé dans sa cellule. 30 minutes s'écoulent. Le silence est total. Les gardes reviennent le chercher. Le verdict tombe comme un coup près. La mort. La réaction est immédiate. Yezhov s'effondre physiquement. Les gardes doivent le rattraper avant qu'il ne heurte le sol en béton. L'ancien chef de la police secrète perd tout contrôle. Il devient hystérique. Il pleure sans aucune retenue. Sa demande de grâce est rejetée instantanément. La situation dérape. Il crie, il se débat. On entend le bruit de ses talons qui raclent le sol alors que les gardes le traînent hors de la pièce. L'homme qui observait des centaines de milliers de morts avec une froide satisfaction affronte maintenant sa propre fin. La terreur se lit sur son visage. Les événements s'accélèrent. Ivan Serov, le futur président du KGB, se charge de la tâche. Il arme son pistolet, une balle dans la nuque. Nikolai Yezhov s'écroule. Il avait 44 ans. Le corps est traité comme un déchet. Il est immédiatement incinéré. Ses cendres sont jetées dans une fosse commune au cimetière Donskoï de Moscou. Il repose désormais aux côtés des innombrables victimes qu'il a lui-même envoyées à la mort. Mais le secret persiste. Pendant des années, sa mort reste cachée. En 1948, le magazine Time rapporte même une rumeur. Yezhov serait encore en vie dans un asile d'aliénés. La vérité est plus brutale. Après la mort de ses 2 parents, sa fille Natacha est renvoyée à l'orphelinat. On la force à abandonner le nom de Yezhov. Ce patronyme est devenu un poison. Sur les documents d'archives, on voit aucune mention de réhabilitation. Ni les autorités soviétiques, ni la Russie moderne ne lui ont pardonné. Il reste connu comme l'architecte des atrocités de la Grande Purge, exécutée sur les ordres de Staline. Aucune larme n'a coulé pour Nikolai Yezhov. Le bourreau a simplement rencontré son destin.